Première question, c'était de savoir si, à partir du point de vue du travail qui a été fait par le collectif des survivants et des victimes du génocide autour, s'il y a eu un quelconque progrès depuis. Et après, c'était des questions de savoir si, par le gouvernement du Burundi, normalement, n'a pas fait ça, est-ce qu'il y a une raison qui expliquerait ceci ou cela? Donc, c'est ce type de questions. Alors, oui, le collectif a été fondé en 2013 et c'était un collectif qu'on a appelé de survivants et victimes du génocide des Hutus parce que le point de départ, nous, on savait déjà qu'il y aurait eu un génocide au Burundi et que ce génocide avait été commis hors nom, sur le nom des Hutus par ce que j'appelle aujourd'hui la dynastie des Bahima. Et on le fait, il y a une raison pourquoi on parlait beaucoup plus de Bahima que de la Tutsi, parce qu'il y a une façon différente de parler de Tutsi, une façon autre quand on parle de Bahima, mais on connaît les deux termes et ça peut se confondre à un moment donné. Oui, et alors, dès le point de départ, l'idée de se mettre ensemble pour tous les membres, les descendants de tous les Barundi, et même, retenez bien, pour tous les Tutsis, tous ceux qui ont été touchés vraiment par le génocide, parce qu'il y a aussi des Tutsis qui ont été touchés par le génocide, ceux-là aussi font partie du collectif. C'est comme ça qu'on est par exemple ensemble avec Madame Rose Naya Ozekarabizi, qui est la veuve de commandant Matenda Ozekarabizi, qui est une Tutsi du Rwanda, qui s'est vraiment battue, même plus que nous tous, pour la reconnaissance de son génocide, et qui maintenant va probablement mourir sans qu'une loi sur le génocide soit signée. Voilà donc. Maintenant, est-ce que notre travail a apporté du fruit? Oui, absolument, ça a apporté du fruit, parce que même si ça traînait, le génocide a été reconnu et en date du 20 décembre 2021, il est reconnu par qui? Par l'institution habilitée, à savoir le Parlement du Burundi, et comme partout ici au Canada, ou en Belgique ou en France, les génocides sont vraiment reconnus par le Parlement. Et l'État met en application ce que les parlements ont décidé. Donc, ça a été fait par le Parlement du Burundi. Maintenant, quelles pourraient être les raisons qui empêchent le gouvernement? D'abord, comparé au Rwanda, est-ce qu'il y a une différence? Oui, comparé au Rwanda, il y a une différence. Il y a eu, dans les deux côtés, génocide. L'un a été déclaré du côté du Rwanda et même tout de suite, alors que celui du Burundi n'a pas été déclaré, n'a pas encore, d'abord n'a pas été déclaré pendant 50 ans, mais a finalement été déclaré 50 ans après par le Parlement du Burundi en 2021. Sauf que le gouvernement du Burundi n'a pas voulu promulguer une loi qui le reconnaît. Et nous sommes rendus à 2 ans et demi sans que cette loi puisse sortir. Alors, au moment où on se parle, le Rwanda commémore, lui, exactement, les victimes du génocide du Rwanda de 1914, alors que le gouvernement du Burundi ne commémore absolument rien, même pour la génocide qui a été reconnue. Et ça, c'est donc une grosse différence entre le Rwanda et le Burundi. Pourquoi l'un le fait et l'autre ne le fait pas? C'est ça qui nous amène à la violation des lois internationales. En ne commémorant pas le génocide, en ne ratifiant pas, en ne sortant pas une loi qui finalement reconnaît le génocide pour qu'on puisse le commémorer, le gouvernement du Burundi est en situation de violation flagrante de la loi, la Convention des Nations Unies par le génocide. Le crime, Convention des Nations Unies pour la répression et la prévention et la répression du crime de génocide en 1972
un texte qui a été intégré au Code pénal du Burundi depuis janvier 1996 et qui fait maintenant partie du Code pénal du Burundi. Alors, l'autre question c'est est-ce que finalement on peut faire une amalgame et détruire la situation chaotique économique du Burundi actuel avec la question du manque de gaz et ainsi de suite, qu'en quelque part ça pourrait être caché, peut-être des conséquences indirectes du génocide, comme y compris les autres qui n'ont pas été punis. Ma réponse est c'est forcément oui. Je le dis en me basant sur justement les aspects, le Burundi minimise ce qu'est un génocide et n'en comprend qu'une petite partie qui concerne seulement un de ces aspects des actes de génocide, actes et omissions. Le Burundi n'en considère seulement qu'un des aspects et oublie complètement les quatre autres. Les quatre autres, justement, c'est à l'intérieur de ces quatre autres aspects qu'on peut justement déduire ce qui se passe maintenant. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale aux membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique et mentale depuis 1972, et où tous sont soumis à cette atteinte-là à l'intégrité physique et mentale. Troisièmement, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence ne pas entraîner sa destruction physique totale ou partielle avec le temps. 4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. 5. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Alors, pour un génocide colonial, tout génocide étatique et colonial, tous ces aspects sont intégrés à l'intérieur des politiques, des ministères, des programmes des gouvernements qui visent finalement, par exemple, à empêcher les troupes à pouvoir se développer économiquement. Et c'est ça qui nous ramène au discours là des I et des O, où on nous empêche d'aller à l'école, où on nous empêche d'aller à l'armée, où on nous empêche de faire des programmes pour pouvoir, où on nous empêche d'aller étudier à l'étranger. À la fin, il y a plusieurs façons finalement de pouvoir atteindre le groupe dans son ensemble avec des politiques X, Y, Z qui visent justement à la destruction du groupe en tant que groupe.